Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous vous portez bien. J'ai mis mon meilleur sweat NASCAR parce que j'adore NASCAR, je suis un très très grand pilote. Surtout, je connais beaucoup de choses, c'est faux, sur la discipline. Mais j'ai kiffé aller sur le circuit de Daytona et j'ai ramené ça de la boutique de souvenirs, comme le gros touriste que je suis. Comment vas-tu, Jean-Louis ? Très bien, très bien, très bien. Non, j'ai toujours adoré le NASCAR parce que à Sport Auto, quand j'ai débuté, en 71, je traduisais C'est vrai ? les courses de NASCAR de National Speed Sport News, oui, bien sûr. C'est beau. C'était des trucs formidables. T'es allé voir aux États-Unis rouler une course ? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est aussi impressionnant que ça ? Bah, c'est-à-dire, ça fait peur. Les voitures, c'est des monstres. Ah là là. C'est pas du tout même des grosses Formule 1 d'aujourd'hui. Les voitures où tu les vois débouler, ça fait peur. Tu imagines la fait détresse que j'avais, sachant que j'étais à 30 minutes de Daytona le jour où il y avait une course là-bas et que je n'y suis pas allé parce que je savais que ça faisait chier toute ma famille sauf moi et que j'ai fait non, mais on n'y va pas. Non, je suis pas du tout vénère. La NASCAR. Le drame de ma vie. Comment vas-tu, Rémi ? Ben ça va très bien, ça vient de me faire penser à un truc. Moi, mon test, quand je suis arrivé à la télé à Londres, j'arrivais pour dire bonjour et en fait, ils m'ont testé direct, ils m'ont fait descendre en studio et il n'y avait pas d'entrée liste, il n'y avait rien. Ils m'ont fait commenter de l'IMSA. Ah, Ça, ouais. Et c'est Robinson qui a gagné, je m'en souviens, parce que j'ai essayé de trouver. Au bout d'un moment, tu regardes, t'espères qu'il y a des accrochations sans. Et en fait, je m'en suis sorti, donc je suis terminé. Ils m'ont dit, bah, écoute, tu t'es bien débrouillé. Ils m'ont mis dans la cabine à côté, ils m'ont dit, bah voilà, c'est du catch. Et j'ai entendu un We Go Back in 10, 9, 8, et ça s'est passé comme ça le premier jour. Quel J'ai fait de la escroc. voiture, alors que c'est pas vraiment on mon le sait amour très bien. premier, quoi. Même la moto, tu es un escroc, Rémi. À la moto, j'adore ça. Mais oui, on le sait très bien. Tu vas nous parler tout à l'heure, évidemment, de World Superbike avec quelques news MotoGP, notamment concernant Marquez. Et tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec Gabin Cazard. Bienvenue dans l'émission. Très content d'être avec toi ce soir. Tu es champion en titre de la R7 Cup. Tu es pilote chez Yamaha dans le team CMS. Et tu as fini P4 au championnat Super Sport 600. Bienvenue chez nous. Déjà, merci, bonjour à tous. Et merci de l'invitation. Donc, on va pouvoir parler moto et autres sports mécaniques. J'espère. Donc, je suis super content d'être là. Et, Tu vas nous parler de ta carrière, de tes choix. Pourquoi est-ce que tu es chez YAM ? Comment tu as commencé ? On a beaucoup de questions à te poser. Il y a une course récente. Ça s'est passé comment pour toi ? ouais, c'était la finale au Vigan il y a 2 semaines à peu près. Bon, ça s'est bien passé. Double podium en 600 et en 700, j'avais déjà gagné le championnat. Donc, c'était que du plaisir. Donc, j'ai roulé et ça s'est bien passé. Oui, parce qu'il faut dire quand même que ce mec est un ouf. Alors, concrètement, quand tu roules, tu te dis au moins je me déplace pas pour rien, mais lui il fait la R7 Cup et le Super Sport 600 dans le même week-end. Donc en gros, ça te fait des week-ends où le dimanche tu as 4 courses. Ouais, c'est ça, week-end à 4 courses à chaque fois. Donc physiquement, faut être prêt. Mentalement, c'est un peu chaud aussi, parce que en R7, par exemple, tu fais podium, pas le temps de célébrer le podium, c'est direct, j'enlève le casque et je retourne. Mais est-ce que c'est pas bien quand avant les courses, pour les practices, pour les qualifs, franchement, quand tu as des courses, tu roules pas forcément tout le temps, ça te fait du roulage par rapport aux autres. C'est un avantage ou un inconvénient parce que tu es plus fatigué ? Franchement, sur certains circuits, notamment cette année, on a eu 2 nouveaux circuits qui sont l'Anneau du Rhin et le Vigan. C'était un avantage sur les autres de même pouvoir... moi, le vendredi, j'ai 4 séances d'essais libres quand tous les autres ont 2 essais libres. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Intéressant ce que tu viens de dire, parce que là, pourquoi les pilotes se plaignent en championnat du monde, et notamment en super sport, si tu y vas un jour, ce que je te souhaite, il n'y a quasiment plus de roulage maintenant. Tu as une seule séance et direct, c'est la qualif. C'est devenu surréaliste. C'est-à-dire, tu regardes, par exemple, en mondial super sport, il n'y a que des pilotes chevronnés, mais un gamin qui arrive, là, tu dois découvrir le circuit, tu l'apprends, et tu as une séance, et tu es en championnat du monde. Ouais, c'est compliqué, surtout sur les nouveaux circuits. Par exemple, on a eu le Balaton Park cette année. Pas mal. T'es pilote, t'arrives, tu connais pas le circuit, c'est en Hongrie, il y a 30 minutes pour s'y faire et c'est quasiment la course directe. Donc, Ah ouais, forcément, ça aide pas. Du coup, ça aide, mais par contre, tu dors bien le soir. Ouais, c'est ça. Pas besoin de mélatonine pour s'endormir. Mon cher Jean-Louis, il est temps de parler avec toi de Formule 1. Pat Le Guen fait péter le jingle de la Formule 1 au hasard. Allez. On parle de F1, on parle des news actuelles avec notre ami Fred Vasseur qui serait menacé chez Ferrari. C'est dû à quoi, j'imagine, par le manque de victoires, mais si tôt, alors que quel homme de valeur, je ne comprends pas. Alors, excusez-moi, je vais être un peu long parce qu'il faut que je remonte un peu dans le courant de l'histoire. En 2004,
l'un des les grands dirigeants de l'industrie, Sergio Marchionne, fait son entrée dans le groupe Fiat. C'est lui qui va participer à l'association avec Chrysler, par exemple, qui va donner plus tard avec Peugeot Stellantis. Donc oui, c'est quelqu'un de très important, très charismatique, très dur également. Et la famille Agnelli Elkann ne jure que par lui. John Elkann l'a considéré longtemps comme son père spirituel dans l'industrie. Marchionne devient PDG de Ferrari en 2014. Et là, il va se heurter tout de suite au patron de Ferrari, Luca Di Montezemolo. Pourquoi ? Parce que les deux hommes ont une vision complètement différente de ce que doit être la Scuderia. Là, on tape directement dans le sujet. Montezemolo, vous le savez, c'est la continuité d'Enzo Ferrari, c'est les victoires de la Scuderia, c'est la course, les Grands Prix, etc. etc. Marchionne, pas du tout. Marchionne, lui, ce qu'il veut, c'est des victoires dans le monde, le championnat du monde, le titre mondial, comme fait Marquand, ce qui était l'objectif de Montezemolo, ça ne l'intéresse pas du tout. Pourquoi ? C'est parce qu'il va mettre Ferrari au New York Stock Exchange à New York. Et pour ça, il faut ce qu'on appelle dans le métier un storytelling. Il faut que une fois un mois, une fois 15 jours, une fois aux États-Unis, une fois en Asie, etc., une Ferrari de la Scuderia gagne. Ce qu'on appelle le storytelling. Il faut que le nom soit toujours au sommet, sans être champion du monde forcément. Alors déjà, il va dégager Montezemolo tout de suite. Et puis le storytelling, ça a marché jusqu'à cette année, où au bout de un an, il n'y a pas de victoire. En fait, il aime la bourse, il aime l'argent, il n'aime pas gagner, il ne veut pas être le champion du monde. Oui, mais c'est mettre Ferrari au Stock Exchange, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, je me doute. Tout ça, c'est lié à la bourse, en fait ? Oui, parce que Ferrari, le storytelling s'est interrompu, pas de victoire depuis un an. Et la course sprint d'Hamilton, compte pas ? Oui, non, mais ça, c'est pas assez. Le résultat, c'est le résultat du Grand Prix. Et puis, il faut que ça soit un endroit, et puis un autre. Singapour, par exemple, aurait été formidable. C'était une place financière extrêmement importante. Donc voilà, storytelling interrompu. Et Ferrari a perdu quasiment 12%. L'action Ferrari a perdu quasiment 12%, ce qui, à ma connaissance, n'était jamais arrivé. Jamais Ferrari avait perdu de l'argent en bourse à New York depuis que Marchionne y a mis. Marchionne n'est plus là, il est mort de sa belle mort, mais l'action est toujours là et elle a perdu 12%. Alors, la baisse des ventes, Ferrari qui prépare des machines hybrides ou des machines électriques. Est-ce que c'est pas lié aussi au changement de motorisation ? Allez savoir, mon cher Donald, j'y pense. J'y pense, bien entendu. Il faut voir les choses comme elles sont. Hein. Christian Horner, celui qui a quand même constitué avec Helmut Marko ce phénomène Red Bull pour amener Verstappen et d'autres au sommet. Avant Verstappen, il y avait Sébastien Vettel qui a aligné 4 titres mondiaux consécutifs avec le moteur Renault. Certes, mais enfin, il les a alignés. Ça, c'est Horner. Et donc, Horner, il est sans boulot, puisqu'il s'est fait éjecter de Red Bull. Éjecté ? Oui. Il a pris combien d'argent pour partir ? Est-ce que tu peux me donner le chiffre ? Éjecté, oui. Mais je pense qu'il aurait voulu continuer. Mais oui, il dirigeait 4 sociétés. Bien, mais bon. Il dirigeait 4 sociétés chez Red Bull, je sais bien. Des millions d'euros. Des millions, bien sûr. Mais, éjecté. Oui, mais il aime trop la Formule 1. Je vois son nom. Il est annoncé chez Haas comme type principal. Il est annoncé chez Aston Martin, etc. Alors, les mauvaises langues disent qu'il a téléphoné à toutes les équipes. Sans doute qu'il aura téléphoné à Ferrari. Mais il faut se rappeler que John Elkann, qui est le patron et le propriétaire du groupe, surtout le propriétaire de Ferrari, avec des banques, etc., lui, il pense beaucoup à Horner. Et lui, il veut que l'action soit stable. Ok, mais franchement, Hamilton, pilote de ouf. Charles Leclerc, pilote de ouf. Vasseur, c'est un team manager de ouf. Ça vient de la voiture, on le sait. Enfin, c'est pas eux les problèmes. Non, mais c'est pas eux. Mais enfin, si, Frédéric Vasseur, il est considéré comme étant le patron. Et quand tu es le patron, tu sais bien que c'est toi qui dégustes en premier quand ça va pas. En F1, c'est archi connu. Pour l'année prochaine, Hamilton, il a listé 3, 4, voire même 5 problèmes qu'il faut, il a dit, régler pour qu'il puisse piloter correctement. Justement, je vais adoucir la situation en pensant que Porsche, pour la première fois, s'est cassé la figure dans ses ventes. Mais c'est un recul historique des Porsche. On en parlera d'ailleurs de l'arrêt de Porsche la semaine prochaine en WEC, parce que c'est une tremblementaire là-dedans. Oui, puisqu'ils perdent beaucoup d'argent. Et donc, comme ils ne sont pas capables actuellement de s'imposer face aux Porsche, c'est-à-dire tout gagner en endurance,
hop, il se retire du truc. Ce qui met d'ailleurs le championnat du monde d'endurance un peu dans les problèmes. Il faut voir. Donc, qu'est-ce que fait John Elkann, le propriétaire de Ferrari? Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va conforter Frédéric Vasseur, avec qui il a signé un contrat, malgré tout? Ou tout d'un coup, devant le gouffre des quasiment 12%, 11,66%. Je sais, il va prendre Briator. Voilà, non, ça, je crois pas. C'est pas le genre de la famille. Mais Alors, enfin, bon, franchement, voilà. si Donc, on enlève Vasseur ça. pour prendre Mais Horner, ils vont pas avoir le soutien des pilotes quand même? Eh bien, mon cher, les pilotes ont apparu à Singapour assez désabusés. Assez désabusés. J'ai pas vu Charles Leclerc dire on va se débrouiller, on va remonter le machin, etc. On l'a pas vu comme ça. On n'a pas vu non plus Lewis Hamilton, qui est pourtant un battant, tout le monde le sait, et Charles aussi d'ailleurs. Donc, tout ce méli-mélo-là, cette petite association de petits points, me fait craindre pour Frédéric Vasseur. Moi, je vois bien qu'il reste. Bah oui, Parce il est génial. ce Christian Horner, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas pour son comportement, mais enfin bon, peu importe. Lui, il a montré quand même une certaine efficacité Évidemment. depuis 15 ans, à peu oui, près. enfin, pour Vettel, allez, je veux bien. Vettel. Tu penses que Max. Verstappen, dans une autre équipe sans Horner, il ne serait pas arrivé quand même? Oui, tu as raison de dire ça, mais tu sais comme moi que toujours, les grands champions, ils ont les meilleures voitures. Ça c'est l'histoire, le démontre. Pas cette En année. moto, pareil. Il n'a pas les meilleures voitures cette année. Et oui, il se débrouille, et il sait arracher des trucs. Et voilà, c'est ça l'histoire. Juste avant, tu Donc, parlais de ces chutes à la bourse, Donc- des 12%. La semaine prochaine, on a comme invité Christian Balezet qui a envoyé tout à l'heure un message. La moto en France, le marché, toutes marques confondues, c'est moins 13% par rapport à l'année dernière. Ah On oui. est à moins 13%. oui, bien sûr. Pire que Ferrari. Bien sûr, non mais voilà, non mais Ferrari ça c'est les ventes. Ouais, là, c'est en Ferrari bourse, c'est l'action. C'est l'action en bourse. Ouais. Ça, c'est ça, tu sais comme moi que tous les grands patrons à la bourse, ils ont l'œil sur la ligne d'horizon qui est bleue ou noire ou rouge. Évidemment. Tu Voilà. suis, Gabin, la Formule 1 Ouais, un petit peu de loin. La semaine dernière, c'était le Grand Prix de Singapour. Mon père, il habite à Singapour, donc c'est un, Ah bon c'est un Grand Prix que je suis chaque année. Je suis allé marcher sur la piste et tout, donc j'aime bien suivre ce Grand Prix. Après, le reste de l'année, je pense comme un peu tout le monde qui aime les sports mécaniques, je suis les résultats, un peu les insides, Bien sûr. les annonces, les rumeurs aussi. Et il y a un Attends. circuit que tu rêverais de rouler à l'international, vraiment un truc de Un fou. circuit que je rêverais de rouler. Alors cet été, j'ai eu la chance d'aller rouler à Mandalika, connais pas. à Lombok, En Indonésie. ouais, Ah. en Indonésie. C'était le dernier Grand Prix, c'est déroulé dessus. C'était vraiment. Tu sais, c'est le Grand Prix où fantastique. Marquez n'a jamais marqué un point sur Ah les ouais. courses longues. Et t'as pas de Suzuka, de Laguna Seca. Et sinon, en Formule 1, Là, en bécane, est-ce que Ouais. des trucs comme Macao, ça pourrait te faire kiffer? Macao, ouais, faire un tour. Après, faire une course dessus. Ah bah oui, non mais là, le faire un tour. Tu veux qu'il Tricher. perde la vie, tu veux qu'il aille faire une course de Macao qui est que pour les Anglais, qui est super dangereuse en moto. Non mais Ah oui. à voir s'il y a un circuit Je qui le vous- je botte. vous Moi, rappelle- c'est Suzuka, j'ai toujours rêvé de rouler Je vous là-bas. rappelle qu'on a perdu Bruno Bonneville, hein, C'est le vrai. coéquipier de Monneray à Macao. c'est vrai. C'est pas une bonne idée, ça. Non, mais c'est vrai que Laguna Seca, je l'ai beaucoup joué sur MotoGP Ah bon 07, MotoGP 08, donc j'aimerais bien aller rouler dessus un jour. Je te garantis que c'est un très très beau circuit. Moi j'ai couvert au moins 5 ou 6 courses là-bas, y compris des courses, pas de NASCAR, mais de Formule Indy. Ah oui. C'est absolument Et sensationnel. le corkscrew, il passe les Indy là-dedans? Ah bah, bien sûr, et puis on va plonger et descendre là-dedans. C'est un des plus beaux virages. Bah oui, mais en Indy, je pensais que. Ah non, bien sûr Ok. que non, il mange. Non, c'est ça. Si on ne va pas à Laguna Seca, je veux dire en Formule 1, c'est parce qu'il y a une route d'accès. Et que les Américains, eux, ils patientent, tout ça, etc. Ils arrivent tôt, ils pique-niquent, etc. Mais on ne peut pas, pour des questions Parce que le paddock est petit, parce que environnementales... quand on y allait en mondial Superbike, il n'y avait pas de, il y a Non, mais pas d'autres d'accord. catégories, c'est minuscule. Non, Mais alors, c'est minuscule. c'est aussi à cause de ça pour Oui, le Castellet? bah oui. Parce que, pareil, la route du Bosset, on la connaît. Ouais, tu bah oui, tu mets 8 heures pour partir, quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais ça Alors ça- qu'à Manicourt, Laguna, les Laguna- accès sont sensationnels à Manicourt. Laguna Seca, c'est un peu ça. Ouais. Ah, un c'est peu à cause de ça, c'est dommage. Oui, c'est entre autres, oui, bien sûr. Combien de fois, moi j'ai parlé à Bernie Ecclestone, j'ai dit, mais pourquoi on ne va pas à Laguna Seca? T'as vu la route?
Bon, bah, d'accord, hop, fin de l'entretien. Je n'aurais jamais pensé que c'était ça. Pour moi, c'était le problème, c'était le Non, c'est corps. une des raisons. Alors qu'en fait, c'est la 13, c'est le péage de Saint-Arnoux le problème. bah oui, quoi. Non, mais on croit rêver. Formidable, formidable. Bref, merci pour cette petite anecdote bien sympathique. On reste chez Ferrari. On va parler d'Hamilton qui, lui, disait qu'il avait hâte d'en finir avec les F1 à effet de sol. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que la réglementation, elle n'a pas marché, évidemment, hein, pour lui. Qu'est-ce que je peux dire sur ça? Je veux te dire que Hamilton, c'est quelqu'un qui veut toujours être maître à 100% de sa voiture. Or, vous savez tous comme moi que l'effet de sol, non seulement c'est capricieux dans certaines pistes, Ouais. non seulement c'est hyper soft avec les réglages, dès qu'on touche 1 millimètre de hauteur de garde au sol ou de hauteur de caisse, comme on dit dans le milieu, ça change et ça l'énerve. Deuxième chose, je l'ai toujours dit, il est un peu comme était Raikkonen, lui, il veut un arrière absolument calé, et l'avant, il s'en débrouille, tandis que Verstappen, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Ouais. Il n'en a rien à faire que derrière, ça se balade. Ce qu'il veut, c'est mettre le nez au millimètre près, là où il veut. Donc voilà, tout ça, c'est l'effet de sol. Le changement qui aurait pu faire quelque chose de bien chez Ferrari, le fond plat et l'aileron avant, ça fait quelque chose de très bien pour Verstappen chez Red Bull. Chez Ferrari, ça ne l'a pas fait. Et donc, je pense qu'il est content d'aborder ces trucs-là. Très bien. Plus sur le moteur, il y a quand même des détails qui vont changer. Hein. Par exemple, le générateur thermodynamique, ça c'est avec la chaleur, ça va changer aussi. Et comme il n'y a pas un boulon ou une rondelle qui soit faite pour qui soit différente pour le nouveau moteur, bien sûr que ça va tout changer. Je rebondis là-dessus, et vraiment, on y va très vite fait, mais ce qui serait horrible, ce serait qu'il sorte Vasseur, et vraiment, je l'espère pas, et que la voiture, la Féfé de l'année prochaine, ce soit une bombe atomique et tout le monde fasse « Ah, vous voyez, c'est grâce à lui ». Alors que... Mais l'histoire de la F1 regorge de situations. Mais oui, non mais... Après le départ de quelqu'un, la voiture marche impeccable. Non, mais C'est celui qui a tout fait qui est parti. franchement, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Moi aussi, parce que c'est un de mes vieux copains, Fred. Bah ouais, Entendu. soutiens à Fred Vasseur, il faut que ça voilà. tienne. On y croit, Fred. On reste en Formule 1, évidemment. On va parler du prochain GP qui sera au Texas. Qu'est-ce qu'on peut attendre et qui est toujours en lice pour le titre? Alors j'ai noté, mathématiquement, hein, là je vais aller loin, hein. Piastri, Norris, Verstappen, Russell et Leclerc. Ils sont quand? Mathématiquement. On sait très bien que ça va jouer très probablement entre Piastri et Norris, en faisant attention à Verstappen, qui remonte avec des bottes de 7 lieues au classement. Et des voix commencent à se faire entendre en disant à McLaren, attention. Des consignes de course? Non, tu peux appeler ça comme ça. Piastri. Mais il va falloir choisir. Parce que tout ce que vous ne donnez pas à l'un ou l'autre de vos pilotes, c'est Max qui récupère la mise. Et donc ça joue quand même de façon importante. Donc ça va commencer à être comme ça. Le circuit est magnifique parce que, raison simple, les Texans, c'est des gars pragmatiques. Qu'est-ce qui marche bien en Formule 1 dans le monde entier? Alors l'enchaînement de Silverstone, Maggot, Beckett-Chapel, on le met. L'épingle de freinage, machin, etc., on le met. Il y avait le triple gauche d'Istanbul. Ah non, on va le faire le okay, triple. pardon. On fait le triple droite, pareil. Des trucs de dingue, mais c'est très beau. Et en plus, il faut se rappeler que ça descend et ça monte terriblement. Et donc, au départ l'an passé, naturellement, Max a serré Norris qui était en pole position, Oui. quasiment après les bordures, et Charles en a profité pour glisser sa Ferrari à gauche et gagner la course. Ça s'est fait comme ça. Parfait. On part du côté de Mercedes, toujours en Formule 1. Toujours des interrogations sur le line-up de 2026. Et Russell aurait refusé des propositions de leur part. Est-ce que tu peux démêler un peu tout ça? Ça, je voudrais bien être sous la table au moment où ils discutent. Je sais que Russell n'est pas d'accord avec tout ce que demande Mercedes vis-à-vis de lui. Peut-être que aussi il a l'idée qu'après les succès, notamment le magnifique succès de Singapour, Oui. peut-être qu'il a l'idée de dire je vais demander quand même un peu plus d'argent aussi. Ça, c'est des choses qui sont fixées à l'avance. Le magnifique succès, il a été très challengé sur le dernier Grand Prix. C'est un magnifique succès, justement. Personne n'a été à sa hauteur. Alors que tout le monde nous avait dit, moi y compris, attention, les Mercedes marchent bien quand elles font... Les pilotes nous ont dit ça. Quand il fait froid, mais à Singapour, elles vont déguster parce qu'il fait très chaud. Il a été en tête de bout en bout. Et surtout, il a résisté à Max, qui était parti avec des pneus tendres pour le soft,
médium, pardon, pour essayer de le dépasser. Donc c'était quand même pas mal. Donc je pense que l'histoire, elle est plutôt par là. Plutôt par là. C'est comme ça. Mais il y a Demony, les champions du monde chez Williams, Williams Renault. Il dit, je vais demander quand même une augmentation à Franck. Franck lui a dit, non, on a signé avant que tu sois champion du monde, tu étais d'accord pour le prix, tu resteras à ce prix-là. Et Demony est parti. Oui, c'est vrai. Donc je me demande si c'est pas ça. Parce que Russell, finalement, c'est un type plutôt sympa, plutôt cool. C'est le pilote de Formule 1 à l'anglaise, britannique, jusqu'au bout des ongles. Pas mal du tout. Et donc, pourquoi pas. Très bien. Je pense que sur le plan financier, c'est peut-être quelque chose qui joue. On suivra ça. Il y a un pilote que tu aimes bien parmi tous les pilotes qu'on peut voir Moi, j'aime bien les jeunes donc français Adjar. Ah ouais. Ouais, J'ai bien sûr. vu les rumeurs d'ailleurs, apparemment, la montée chez Red Bull. Ça. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on saurait Alors, pas. bonne Ça. nouvelle de chez Red Bull, ça c'est bien. Parfaitement raison. Autre bonne nouvelle, c'est Laurent Mekies qui dirige maintenant, qui est français. Ah ouais, entre français, ouais. Et qui dirige, on ne le dit pas assez, mais Mekies, quand même, depuis qu'il a succédé à Horner, il se passe Mais bien sûr. des belles choses chez Red Bull. Mais c'est toujours Max. Ouais. Max, qui est protégé par la maison mère, protégé par Helmut Marko, qui est l'envoyé spécial de la maison mère Red Bull, qui veut le garder absolument. Donc, moi, Et si c'était enfin le pilote avec son capital sympathie, ce gamin de 20 ans, Mais oui. qui puisse s'accorder aux côtés de Je Max. suis bien d'accord. Mais C'est si bien ce que c'était je pense lui, aussi. Il n'y a que lui. franchement, Adjar, pourquoi pas je veux bien. On- je veux bien. Mais On n'a pas le sentiment qu'il va s'écrouler devant Non, la je ne dis pas pression. que c'était un accident, c'est bonne performance. Rémi, tu c'est te stable. rappelles que je t'ai raconté ici le nombre de fois, la voiture de Max, les pneus de Max, le volant de Max, la chambre de Max, la chambre arrière de Max, etc. etc. C'était que ça, Red Bull. Du temps d'Horner, d'ailleurs. Et on protège le pilote numéro 1, c'est le pilote numéro 1. Mais Ferrari a fait la même chose avec Michael Schumacher. Non, ce que je veux dire, il était protégé. Et dans ces conditions-là, c'est très difficile d'être le second pilote. Ceci posé, Laurent Mekies, il a une autre approche. Et j'en suis fier parce que c'est un de mes copains. Et je trouve que c'est balèze ce qu'il a fait là, de tenir le coup et peut-être d'aller casser les pieds aux deux, là, Piastri et Loris de chez McLaren. C'est clair. Et puis, on arrive à un moment de sa carrière où vous n'arrêtez pas de le dire. Hein, il ne pense peut-être plus par rapport à avant autant qu'à la Formule 1, mais à l'autre chose, peut-être Verstappen. Donc, ça sera peut-être le bon moment. Peut-être un peu tôt, je mais pense. je l'ai dit ici, d'ailleurs j'ai reçu une lettre d'un gars qui me dit « Ah, on voit que vous connaissez bien le bonhomme. Il peut arrêter après-demain. Voilà. Dire, je m'en vais. » C'est des gars comme Niki Loda. C'est des gars qui sont... Oui, c'est pas ça me des paraît un armes, peu tôt ils sont quand même. fer. On part un peu tôt. À mon avis, il veut... Oui, mais Niki, il est revenu, il était champion du monde à nouveau. Hein. Mais là, il en est à combien de titres là 4. 4 Et est-ce qu'il n'aurait pas en tête de faire mieux que Lewis? Évidemment que si. Faut pas. Non, mais la personnalité... Oui, je suis du d'accord, ça bonhomme, peut arrêter voilà. n'importe quand. Mais je suis sûr qu'il a envie de faire la gagne à Lewis. Enfin, t'es pilote, je pense qu'on. Ouais, mais C'est ça. T'as un mec qui a fait plus de victoires que toi, tu vas être le C'est sûr, premier sur la liste, quoi. Après, peut-être qu'il a. Non, je t'en prie. Après, peut-être que il se dit le record de Lewis, c'est un peu loin. Bon, de toute façon, j'irai pas jusque-là. Je préfère profiter de ma famille, etc. C'est vrai Arrêter. qu'il y a un peu de ça avec lui en ce moment, c'est vrai. Oui. Il y a la Oui, famille ça. aussi, ça compte. Et ça fait depuis qu'il a Je suis 18 d'accord avec ça. Ça fait depuis qu'il a 18 ans qu'il Qui est dans ce truc-là. voilà, qu'il est dans ce truc-là. Peut-être qu'à un moment, je ne sais pas s'il a un enfant ou. Si, ouais. Ouais, si. Oui, Et bien sûr. donc, la conclusion, c'est que c'est peut-être le bon moment pour qu'Adjar arrive comme coéquipier. Oui, On c'est est ça, c'est d'accord. ça. Ben, pourquoi pas. On est d'accord. Pourquoi pas. En plus, il l'admire, donc... Oui. Voilà, il sait très bien. Oui. Ils ont fait des photos ensemble quand l'autre était juste un débutant, même pas en F1. Hein. Ah, il se déteste Non, pas, c'est déjà pas mal. il était ébloui par Verstappen. Donc ça peut marcher. Dernier point avant de passer à la moto, toutes les équipes se sont montrées capables de gagner cette année. Malheureusement, pas Alpine. C'est leur pire saison depuis très longtemps. Parce que toi, tu es un supporter comme d'habitude. Impossible. Les supporters, impossible. Oui, impossible. Tu ne pensais pas qu'avec la succession Bah oui. de Lascar qui sont succédés à Tedza, qui ont mis tout par terre, ils allaient faire une saison flamboyante, Non, mais c'est sûr. malgré ce que Flavio peut dire. Non, ils vont peut-être... Si demain ils gagnent une course, on verra bien, ça m'étonnerait. Mais bon, franchement, on ne pouvait pas trouver pire comme spirale de l'insuccès. C'est vrai. Et tous ici, vous savez que dans les sports mécaniques, quand vous avez mis le doigt dans la spirale qui descend, pour en sortir, c'est complexe.
Effectivement. Merci Jean-Louis pour cette belle page Formule 1 et on reviendra sur Porsche, l'arrêt du coup on en a évoqué un petit peu en WEC. 21%, Dramatique. 21% de vente en moins un Porsche. Oui, oui. C'est pas de la bourse, mais 21% de vente de moins, c'est beaucoup quand même. C'est un quart de la production, Ouais. quasiment. Est-ce que l'hybridation n'est pas le problème? On en parlera avec Anthony. On fera une longue page là-dessus parce que c'est vrai que c'est une très mauvaise nouvelle pour le WEC et pour cette catégorie hypercar qui promettait beaucoup de choses. Et là, on repère encore du lourd comme Audi quand ils sont partis. On passe à la moto. Let's go. Le MotoGP pour commencer, là ça y est, tu vas être dans ton élément Gabin, mais Rémi, parle-nous de Marc Marquez avec sa chute, sa blessure, il est forfait pour 2 GP minimum, est-ce qu'on sait qui va le remplacer? Alors, on sait qui va le remplacer. C'est Michele Pirro, ce qui paraît logique. C'est le pilote essayeur. Alors, tout de suite, il y en a qui ont dit Pirro n'a jamais terminé dernier d'un Grand Prix, parce que c'est un bon pilote. Donc là, les 2 dernières courses, tu as vu ce qui s'est passé. Il était dernier. Il était dernier la deuxième fois à 13 secondes. L'ancien champion de Pecco Bagnaia, il est même certain se demandent même s'il n'a pas fait exprès de tomber pour rentrer tellement l'illumination était grande. Ah ouais? Et certains se demandent si Pirro termine devant lui à Phillip Island. Bah, c'est ce qui risque de se passer. Si Bagnaia il fait le même Grand Prix qu'il a fait à Mandalika, Pirro il finira pas à 13 secondes de l'avant-dernier. Alors, du coup, j'ai appelé Dario Marchetti, l'ambassadeur Ducati. Il me dit, c'est son meilleur pote, Pirro. On a commenté ensemble avec Randy Le Pugnet au Mugello le jour où Pirro se sort au bout de la ligne droite du Mugello. On pensait qu'il était mort. Je peux vous dire que Dario, c'est son... Il m'a dit, attention, il a été beaucoup blessé cette année, Pirro, et du coup, il n'a pas fait de wildcard. Donc, il a fait que de l'entraînement. Et vous savez bien qu'entre l'entraînement et la compétition, c'est pas tout à fait pareil. Et il dit... Il y a eu beaucoup de polémiques sur le matériel. Voilà, d'ailleurs, ils ont botté en touche, Ducati, savoir si on lui avait pas donné le moteur de 2024 à Motegi. Attention, dit Dario, c'était quand même un Grand Prix, tout marqué ce qu'il est. C'était pas son 4e ou 5e titre, c'était le titre 5 ans après la douleur, la blessure, la souffrance. On voit bien qu'il n'a pas été comme d'habitude à Motegi, Marc Marquez. Ah oui. Et Pecco, du coup. Parce que moi, je suis persuadé que c'est psychologique, tout ça. Il a été écrasé. Ah bah oui. Comme par hasard, sur ce week-end-là, où Marquez ne va pas à 100%, il gagne. On voit ça, c'est pas possible d'un Grand Prix à l'autre de faire premier avec de l'avance. Tout. Dernier. Il fait pole, il gagne le sprint, il gagne la course longue, et le lendemain, il est dernier derrière la course d'après. Ça, c'est que dans la tête. Y a pas Et là, d'histoire de... Dario m'a dit, déjà, il aime bien Phillip Island, Pecco, il va être dans le coup. Là, il est libéré, puisque Marquez n'est plus là. Il va être dans le coup. Et puis Tu crois que c'est vraiment que ça? Là, ça y est, on va retrouver Pecco. Ils ont, après, de ce qu'il m'a dit un petit peu, ils en pouvaient plus, ils en peuvent plus chez Ducati. Tout ce qui leur a cassé les pieds, ce qu'ils ont essayé d'essayer. En plus, il y a eu des... C'est assez secret, c'est peut-être moins secret que chez les Japonais, mais ils ont fini par parler. C'est Ucho, le copain de Valentino Rossi, qui a dit... Et ils n'étaient pas contents. Tardosi est obligé de monter au front. Il a dit voilà, on lui a fait essayer la moto, la GP24 de Franco Morbidelli à Misano. Voilà. Donc on a compris aussi qu'il y avait la VR46 qui soutenait, parce que c'est comme un frère, Pecco Bagnaia. Ils ont essayé de l'aider par tous les moyens. Non, il y a tout eu. Là, Marquez ne se serait jamais écroulé comme ça en étant dernier sur cette machine-là. Et tu penses pas qu'il ne va pas ne pas revenir du tout jusqu'à la fin de saison et revenir tranquille en 2026, la Marquez? Pourquoi revenir? Il est champion. Pourquoi il peut se refaire mal. J'espère qu'il ne va pas prendre de risques, parce qu'on va attaquer dans quelques instants justement les blessés qu'il y a eu en Superbike. Combien il reste de Grand Prix? 4. Oui, ce serait intelligent. Il y en a 2 qui sont très loin, c'est mort. Non, mais c'est comme à la SNCF, quand tu as un arrêt, ils disent 1 heure minimum d'arrêt, ils savent très bien que c'est 3 heures. C'est pareil. non, mais manquer 2 sûrs. Ah, peut-être, mais Marquez, c'est un amoureux de la moto de compétition aussi. Il pensait à ça. Mais là, lui, il n'est pas si. Il ne pensait pas se faire opérer. Tu as bien vu l'info qui est tombée. Il espérait. Il espérait. D'ailleurs, la photo est assez. Oui, d'ailleurs, il s'est passé quoi? Il y a eu besoin d'opération. Je ne suis pas médecin, mais ce n'est pas bon signe. Quoi. Non. Les ligaments sont arrachés. Ils sont très arrachés. Risquer de revenir pour quoi? Pour rien, tu es déjà champion, c'est débile. Ça, c'est vrai. Mais peut-être qu'il voudra montrer. Il l'a déjà montré. Il va surtout pas, mais il aime. Pour répondre à ta question, il va pas refaire ce qu'il a fait quand il s'était blessé parce qu'il n'avait pas supporté Quartararo, Gadia Jerez et qu'il est revenu beaucoup trop vite et ça a coûté sa carrière. C'est exactement ce que Une partie de sa carrière, pardon.
Ouais. Justement, parlons des blessés en World Superbike. Le top 3 s'est blessé sur des essais privés. Pas le top 3, mais 3 top pilotes se sont blessés. Bon, alors, du coup. 2 qui sont dans les 7-8 meilleurs mondiaux. À Magny-Cours, je devais interviewer Dominique Egerter. Et puis, je discutais pas mal avec lui. Dans les étrangers, c'est le pilote avec lequel je m'entends le mieux après Scott Redding. Ah, puis je lui ai dit, là, tu sais pas encore ce que tu fais, donc sur le plan journalistique, ce sera plus intéressant de t'avoir à Gérès. Puis en plus, à Gérès, c'est là où tu as fait tes seuls podiums. Il dit, allez. Et j'ai toujours su, quand tu interviews un pilote, peut-être plus en moto qu'en voiture, il vaut mieux le faire quand tu peux le faire, quand il est en activité, parce que tu sais jamais ce qui va arriver. Ben voilà, il s'est blessé un doigt. Et puis, on prend des photos le jeudi dans le paddock à Estoril. Et puis, c'est vrai qu'il y a Bautista qui demande à Petrucci ce qu'il a. C'est vrai qu'il a un gros pansement. Ouais. Donc, il s'est blessé aussi. Donc, ils sont forfaits des top pilotes. Et puis, on était invité chez Marc VDS. Et puis, il y a Max Singer qui m'a envoyé, il me dit là, il a fait la première journée. Il a fait le deuxième chrono de Toprak Azgatoglu, Sam Loves. Et là, je suis allé le voir. Il dit, les côtes cassées, la douleur, impossible. Et là, je lui ai dit, tu vas rouler à Gérès, parce que manque de peau, les 2 courses s'enchaînent. Ah oui. Et il m'a dit, oui, je vais essayer, la façon dont il a parlé. Ce qui m'étonne, moi, c'est que, oui, il y a besoin de s'entraîner. Tu n'as que 12 courses au Mondial Superbike. Toprak, d'ailleurs, a protesté en disant, avant, il y en avait 13. Là, il n'y a plus que 12 week-ends, alors qu'on monte à 22 en MotoGP. Il en veut plus, Toprak. Mais il en voudrait plus, puis il voudrait surtout retourner sur les photos que j'ai dans ma chambre, où à l'époque, il y a 8 courses en Europe, et puis tu as Phillip Island, tu as Sugo, tu as Laguna Seca, il y avait 5 courses, un vrai championnat du monde. Là, les pilotes, là, ils ont une petite coupure de 10 jours simplement, et ils ont un 6e de leur championnat en l'espace de 10 jours. Et tu as 3 du top 10 qui vont se blesser pour de l'entraînement. Je sais qu'il faut s'entraîner, mais il y avait peut-être moyen, là, pour le coup, de faire autre chose, du cardio. Surtout qu'il y en a un d'entre eux qui cherche un guidon, Dominique Egerter. On espère pour lui qu'il va trouver. Les sommes sont énormes, là, pour trouver un budget. Son frère cherche. Enfin, voilà, en tout cas, combien des 3 vont rouler vendredi prochain? Ouais. En tout cas, c'est Toprak qui l'a gagné en sprint et sur la course principale, devant les 2 Ducati officiels. Clairement, il est à 2 doigts du titre mondial. Ça, on en est où là? Oui, il est à 2 doigts du titre mondial. Il est le grandissime favori. Bien sûr. Il est le plus doué. On voit qu'il y en a un seul qui peut le challenger, c'est Boulega. On se demande même comment vont être les courses l'an prochain quand ce sera parti, parce qu'il y a 2 mecs qui se battent devant. Et on l'a vu à Aragon. Et les autres, c'est la bagarre pour la 3e place. Mais ils sont loin, loin. Tu as vu, c'est incroyable. Ouais, j'écoutais pendant la course 1, Boulega, il a fait la moitié de ses victoires en Superbike, c'est des 2e places. Sur 64 courses, ouais, c'est ça. sur 64 courses, il a terminé 32 deuxième. En tout cas, Boulega, il a repoussé le titre pour Toprak. Il a repoussé l'échéance, mais le samedi, Toprak gagne, mais il s'élève contre Yannone. Ouais. Et ça, on n'avait jamais vu ça encore. Oui, mais Yannone, il n'a pas de guidon, là. Il va peut-être rouler dans l'équipe qui devait arriver, là. Une équipe où il devait s'investir, Calfogarty, mais il a jeté l'éponge en BSB. Moi, ça me paraît, j'ai discuté avec les recruteurs, ça me paraît très compliqué. Donc, Yannone, il a gagné un Grand Prix en Autriche, avec la Ducati à l'époque en MotoGP, il essaye de sauver sa place. Donc oui, excuse-le d'avoir redoublé Toprak. Et le dimanche, alors il a dit très bien Bautista, très bien. Bautista est toujours très très propre. Il s'en est pris cette fois-ci à Locatelli. Oui, pardon. Locatelli le premier jour et Yannone le deuxième. Et là, il a une image en or. On l'a tous. Tu ne m'as jamais vu le critiquer. Et là aussi, je vais aller voir le cœur net. J'ai discuté avec Dario. La presse italienne, là, c'est un petit peu lâché aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il voit que l'autre est très fort. Il a une 40aine de points d'avance. On en distribue 62 à Gérèse. Étonnant. C'est la première fois que c'est pas le Toprak tout souriant, l'homme des stoppies qui va voir les filles, qui va voir la R3, qui va voir tous les autres compétiteurs des petites catégories, qui va voir on joue sur la grille, Tin Sofoglou. Moi, ça m'a interpellé. Du coup, quand j'ai posé la question, parce qu'en France, il n'y a pas eu trop d'écho, mais en Italie, ils ont noté, parce qu'il a attaqué 2 Italiens, comme si Yannone allait aider. Quand à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque où Capirossi jouait le titre, je me souviens contre Arada, ils avaient eu peur. Années, là. On parle en Argentine, tout le monde avait eu peur que ça refasse comme Capirossi quand il avait joué son titre, son premier titre en 125, et que tous les Italiens se liguent contre. Là, de ce que j'en ai vu, je n'ai pas le sentiment.
Locatelli, il a d'autres chats à fouetter avec Sagama. J'ai jamais posé la question. Tu trouves, en tant que spectateur, c'était mieux avec cette époque de Capirex, Arada, tout ça, ou maintenant? En tant que spectateur, tu préfères quoi? Moi, en tant que spectateur, si je suis neutre, je préfère avant parce que il y avait Capirossi qui était capable. Il n'a pas été suspendu pour ce qu'il a fait. Non, mais je te parle de cette époque, voilà. Ils shootaient les mecs, ils étaient là. Capirex, ils étaient capables de se mettre une gifle. Là, c'est aseptisé. Les courses étaient mieux. C'est cool room en Formule 1. Le dernier qui s'est énervé, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière, mais c'était pas dans la cool room, c'est Verstappen, comme par hasard, qui a dit à Russell qu'il l'a mouché. Oui, non, mais sans parler de ça, en limite, dans le paddock, on s'en fout, mais les courses en elles-mêmes. Moi, j'ai tendance à croire, mais je suis moins le MotoGP que je le suivais avant. Je préférais les courses avant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Après, le week-end d'Aragon, pour ceux qui l'ont regardé en World Superbike, c'était sensationnel. Parce que là, se redoubler comme ils ont fait Toprak et Boulega, c'était quand même du très, oui, mais très haut ça niveau. vaut la fame que le MotoGP, même si c'est un très beau championnat, le World Superbike. MotoGP, il y a des. T'as pas vibré quand Johan Zarco a gagné le Grand Prix de France? Si, et quand il a fait des deuxième à comme ça, Silverstone. d'accord, mais je sais pas, après c'est peut-être qu'une impression. Moi, la seule chose qui m'embête maintenant, et ça va être le cas dans ta génération aussi, mais à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, c'est qu'ils sont un petit peu coincés, les pilotes, ils ne peuvent plus faire comme avant. C'est sûr, ils ont une image à tenir maintenant, et surtout que la popularité, il y a les performances sportives, mais il y a aussi la popularité que tu as sur les réseaux. Le renom. Ouais, le renom. réputation. Et surtout le fait que tu peux perdre très vite. Luca Cadalora est le dernier top pilote avec Sébastien Legrel, qui n'était pas un top pilote, que j'ai vu sortir en discothèque et picoler jusqu'à minuit, ou Stéphane Chambaud aussi qui s'en va. Toujours une histoire de boîte de nuit. Non mais ça peut plus ça arriver. et Philippe Island, c'est le bingo Rémi. Ça peut plus arriver. Oui. Ça peut plus arriver maintenant. Chez vous, c'était Raikkonen. Ouais. Oui, par exemple. Oui. Par contre, Mais avant, historiquement parlant, avant, ils faisaient la bringue. Mais là, après, il y a eu déjà la tenue sportive. Tu étais obligé d'avoir certains trucs, parce que les F1 devenaient de plus en plus difficiles à piloter. Ce qui est quand même aussi le cas des motos. Oui, non, mais là, il faut s'entraîner physiquement. Et voilà, on a vu les premiers comme Bélis à faire du vélo, Charpentier, au début des années 2000, et maintenant, je pense quand même que là, si tu t'entraînes pas, que tu fais la Chambon, je suis pas sûr que ça marcherait. on prend du retard sur l'émission. J'aimerais bien parler un peu plus longtemps avec Gabin. On va parler de nos Français avec Valentin Debise, qui réitère une deuxième fois sur la victoire à Estoril. J'ai regardé la deuxième course et puis la journée du dimanche avec ses parents. Et ça fait 20 ans, 20 ans qu'il est en course moto. Et il a attendu 20 ans avant de gagner le championnat du monde. Donc tu vois que tu as encore de la marge. Sensationnel. Hein. Du coup, il est en train de remonter au classement sur Lucas Mayas. Un beau geste d'ailleurs de Lucas Mayas parce qu'ils sont très, très, très fâchés. Il y a une grosse inimitié, hein, tu peux nous le confirmer, entre les deux. Bien sûr. Depuis cet incident à Manicourt, je crois que c'était l'année dernière. Et même avant déjà. Même avant. Ouais. Il y a eu un contact au virage d'Adélaïde et depuis. Ah ouais. Il s'était énervé, Lucas, d'ailleurs. Et bien là, il a fait ce qu'on aurait aimé de son team manager, qui dit toujours qu'il est là pour aider les jeunes, la moto française, et qui ne peut pas non plus voir Valentin, et qui n'a pas été le saluer et le féliciter, alors que c'est un ancien pilote de son équipe. Mais en revanche, chapeau, Lucas Mayas, lui, il a su aller féliciter Valentin Debise pour sa deuxième victoire en 2 week-ends. Et donc, du coup, là, avec cette victoire, il a dépassé Lucas Mayas au général, c'est ça? Alors, il l'a dépassé au général, oui et non. Ah. Ils sont remontés exactement le premier jour à égalité de points. Mais pourquoi il est 5e? Parce qu'il a gagné 2 fois et pas Lucas cette année. Mais c'est égalité de points. Et puis le deuxième jour, ça s'est mal passé, puisque alors qu'il avait déjà un disque voilé à Aragon, il a cassé son frein arrière, alors qu'il jouait la victoire, Valentin. Ce deux, si ça casse pas, je pense qu'il joue comme la veille, il joue la victoire. Hein, avec Manzi qui. Juste une question. Estoril, le rail était toujours proche de la piste. Quand les F1 y couraient, et les F2 aussi d'ailleurs. Là maintenant, ils ont fait des travaux parce que la grande courbe qui revient vers la ligne droite des stands, le rail, il est là. Alors, le circuit est vieillissant au niveau des infrastructures en dessous de la salle de presse. Sur les interviews, je me suis dit là, M. Jorge Viegas, président et portugais, quand il y a eu le Covid, c'était très bien, c'était une très bonne idée de faire une course de MotoGP à Portimao et à Estoril. Mais là, j'essaye d'imaginer les pilotes aller lorsque j'ai vu pour faire les interviews. En revanche, quand tu as des invités
pour les emmener en bord de piste, c'est le meilleur endroit parce qu'effectivement, tu es au rail et tu vois tout à tel point que, a priori, je l'ai découvert après coup, le samedi, il y a une zone rouge maintenant où tu ne peux pas aller, les photographes ne peuvent pas aller parce qu'effectivement, on est très 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 proche et que si les motos arrivent, tu peux t'en prendre. Trop proche. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, même si tu as un pass bord de piste, il y a quelques endroits du circuit d'Estoril où tu ne peux pas aller et il faudra que je vérifie à Jerez si ce n'est pas le cas aussi maintenant. On a bien fait de dire ça, c'est pour ça, cette raison-là qu'ils ont perdu la Formule 1. Parce que les pilotes adoraient Estoril. Ouais, tout le monde adore Estoril. C'était formidable. En plus, on allait manger des langoustes, top. Et des crevettes au sel, j'ai découvert avec Philippe Mondret. Non mais voilà. Et si tu veux, Bernie leur disait, j'en ai assez de vos abords, je veux que les dames en manteau de vison et talons hauts aillent directement dans les tribunes et pas dans la boue. Là, et tu voyais les Portugais, ils étaient, ouais, bien sûr, on va le faire, en disant cause toujours, les pilotes adorent notre circuit. Puis un jour, boum, hop, il a disparu de la circulation de la F1, on n'a plus jamais retourné. Voilà. Je referme la parenthèse d'Estoril, dont tu viens de parler. On va parler d'un nouveau champion du monde, c'est Stefano Manzi, première fois champion avec Yamaha. Oui. Il avait été chambré à Estoril, justement, j'avais des essais, il a été chambré, les gens du GMT devant moi, je m'étais dit, là, il leur avait dit, mais moi, je suis dans une vraie équipe, je vais être champion de Tankate. Bah, comme Dominique Egerter, il y est là depuis, j'ai trouvé que c'était culotté. Et franchement, avec la personnalité qu'il a, avec son charisme, il va attaquer dans l'équipe bis de Yamaha en Superbike l'année prochaine. Je pourrais avoir ton avis, mais c'est un chien sur la piste. Il a une bonne gueule, donc c'est ce qu'il faut pour être une star en MotoGP. C'est ce qu'il va nous falloir, parce que Toprak s'en va, Jonathan Ray prend sa retraite. Il a sorti Caricasulo une fois en Italie. Le gars s'est jamais vengé en piste. Lucas, bon, il a préféré rentrer, il nous a expliqué, parce que lui, avec le caractère qu'il a, était capable. Valentin Debise aussi, qui est un gentil. Pour l'instant, personne... Quand ils se font sortir par Manzi, personne n'a osé lui résister. Il y va fort. Il a tout. Déjà, il méritait, c'est super qu'il soit champion. Mais on va voir. Je ne sais pas ce que tu penses de ce pilote. Si, bah, il y va fort, agressif toujours, mais Agressif. jamais au-delà de la limite. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne manque pas de respect et on sent qu'il est respecté parce que il sait ce qu'il fait. Voilà, il attaque fort et franchement, moi aussi, je suis content de le voir champion. C'est un bon pilote et j'espère que l'année prochaine, en Superbike, il gazera bien. On espère aussi. Tout à l'heure, tu me parlais qu'il y avait les constructeurs et les team managers qui étaient agacés envers Estoril. Est-ce que c'était cette histoire de rail ou c'est encore autre chose? Non, c'est autre chose. A priori, alors là, je parle vraiment au conditionnel. Hein, Liberty Media rachèterait la MotoGP, mais pas le championnat où tu rêves d'aller dans ce paddock-là, pas le World Superbike Supersport et toutes les catégories annexes. Et du coup, il va peut-être falloir un peu plus d'argent. Donc, il semblerait qu'il y aurait 3 packages. Hein, on en saura un peu plus dans les prochaines émissions. Et que les constructeurs, alors pas par exemple Yamaha s'ils ont une coupe de marque comme c'est le cas, mais pour les autres, quand tu vas vouloir être constructeur, suivant ton nombre de motos engagées, 2, 5, 10, tu vas devoir cracher un petit peu au bassinet. Ah. Donc, c'était la grande discussion. Déjà que les équipes ne roulent pas sur l'or. Alors pour toi qui cherches en plus une place pour rentrer, bon courage. C'est compliqué à ce point-là de monter sur ce genre de championnat. Tu te dis c'est mission impossible, tu dis ça peut se faire. Non, en tant que pilote, oui, ça peut se faire. Pour l'instant, notamment avec le titre en championnat de France, ça aide beaucoup. Donc être champion national, surtout dans une catégorie qui se lance à l'international, ça intéresse les équipes. Et ouais, je pense qu'après, il faut voir le règlement, les financements, etc. Mais c'est quoi ton deal avec Yamaha ou c'est vraiment le team qui gère tout Non, moi, c'est plutôt avec le team. Et ensuite, il y a Yamaha qui aide sur les pièces, sur le suivi. Cette année, j'ai gagné la Yamaha R7 Cup. Donc Yamaha propose un package pour l'année prochaine en France avec la R9 et les pneus Michelin. Sponsor de l'émission, ça tombe bien. Qui offre aux gagnants, met à disposition aux gagnants un accompagnement avec 28 pneus, je crois que sur la saison. Ah ouais. Ça, c'est en championnat de France. Donc voilà, maintenant pour l'année prochaine, j'ai plusieurs pistes. Voilà, il y a le championnat du monde, la nouvelle catégorie, comme on disait avec Rémi. Mais il y a aussi ce package qui m'est proposé en France. Donc pour l'instant, je ne me ferme pas de porte et
D'accord. Et on verra bien de quoi l'avenir sera fait. On va remonter un petit peu le. Vas-y, Tu dois excuse-moi, décider quand? Tu dois décider quand là, bien... Dans l'hiver, on va dire. Dans l'hiver, d'accord. Non, je ne veux pas être indiscret. C'est surtout ton banquier qui va décider. Non, ton père. non, ça, c'est autre chose. C'est ça. Il va faire un 3 fois sans frais, t'inquiète, avec, avec PayPal. Ouais, avec Revolut. Exactement. On va remonter un peu le temps et parler de toi, Gabin. Comment est-ce que tu as commencé la moto? D'où t'es venue cette passion et la compétition? Comment tu as switché du roulage à je veux me confronter aux autres? Alors moi, j'ai commencé directement en compétition. Ah ouais donc, ça, c'est quand j'étais petit sur des motocross. Ça, c'est quand j'étais vraiment petit, donc de mes 7 à 10 ans. Et après, je suis venu tard, moi, sur la moto sur circuit. En fait, mon père, il roulait il y a plus de 25 ans en Roadster Cup avec Marc Non, Motret. mais t'es Si, si. sérieux? Non, c'est vrai. À quelle année? 2003, quand je suis né. C'était les années où je roulais. Ah ouais? Je faisais la Triumph Cup, moi, et lui il faisait la Roadster. Il doit être sur. Ouais, C'est la énorme. Roadster Cup. Il doit être Et sur le les monde faits. est En plus, petit. on a regardé ensemble récemment les feuilles, les noms. Incroyable. Il a roulé aussi en promo master, ensuite en 2007 avec le père de Diego Ponce que vous avez accueilli. Pascal Poncet, Pascal qu'on Poncet, salue. Énorme. Mais en Roadster Cup, j'étais mort de rire parce qu'à l'époque, tu avais les mecs qui étaient avec les SV. S'ils me regardent, ça leur rappellera un souvenir. Tous les mecs qui étaient en SV étaient en PLS parce qu'il y avait les 4 cylindres en face et ils n'arrivaient pas à suivre. C'était très cool la Roadster. Lui, il était avec Phaser. Un Phaser, il y avait Ouais, Phaser en net et SV. Les SV, c'était tous derrière, malheureusement. Tu allais dire quelque chose, Jean-Louis? Oui, la photo précédente, tu as le numéro 46? Ouais, mais je crois qu'on l'avait acheté à un constructeur. C'était pas à moi le numéro. Ah, d'accord. C'était au gars à qui. Ouais, j'ai le 46. Voilà, Je c'est crois qu'il y a ça, son nom, en voilà, fait. 46. Si on voit. Très bon choix de numéro. Ouais, il avait bien choisi. Et on venait de lui racheter. C'était une des premières fois D'accord, avec la d'accord. moto. Non, je referme la parenthèse. Ça s'arrête là. Et ouais, du coup, pourquoi t'es pas resté dans le cross? C'est vrai que. Non, mais ça, c'était en vacances, Ouais, c'est ça. dans la maison de campagne, sur le petit terrain aménagé par mon père en dessous. C'est pas assez costaud pour faire du motocross. Et ta première course, c'était quoi? Ma première course, c'est la deuxième fois où j'ai mis les roues sur piste. En fait, j'ai fait un roulage au Castellet dans l'hiver avec l'ancienne R3 de mon frère, mon grand frère qui s'est blessé, qui s'est cassé 2 jambes à Nocaro. Ah oui. Sur l'ancien virage, je sais pas si vous voyez un peu le circuit de Si, ouais, j'ai Nocaro. roulé, ouais. Ils ont refait le Le virage. triple droit? Ouais, le double droite au fond. Ouais, ok. Ouais. Oui. Ils ont c'est ça. refait le virage, maintenant on tourne plus court. Ouais. Lui, il s'était cassé sur le mur en face. Ah oui. Le mur en T'arrives face. vite, là. Hein. Ouais, t'arrives vite, c'était en 2017, ils n'avaient pas encore aménagé le circuit. Et donc en fait, j'ai récupéré sa moto, lui qui pouvait plus trop en faire. Et donc j'ai fait un roulage au Castellet et direct, on s'est inscrit au promo sport. Est-ce que tu as été champion en R3 Ouais. en quelle année? En 2020 après. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, j'ai fait 1 an en fait directement en promo sport. Et ensuite, l'année d'après, il y avait donc la catégorie promo sport avec. J'étais déjà avec Alexis Négrier et Diego Ponce qui a gagné le championnat, je crois. Et moi, j'avais fini 3e du championnat, mais j'étais premier Yamaha, donc j'avais gagné déjà. Et qui a décidé? Parce que franchement, c'est pas. Dans les coupes de marque, ça se faisait, de rouler sur plusieurs bécanes, mais bon, il y avait moins de pression. Mais là, toi, faire Super Sport 600 et R7, qui a pris cette décision? Alors la décision, je crois que je suis au téléphone avec mon père. On voit passer il y a les 2 motos là. On voit passer en fait, le communiqué du FSBK qui dit. Ils sont belles, hein. Ah merci. Qui dit qu'il lance un championnat, une coupe de marque. Et, nous, on s'intéresse et direct, on se dit, on le fait quoi. Tiens, fais les je deux. sais quelque chose qui me vient à l'idée. Est-ce qu'en faisant ça, ils essayaient pas aussi d'empêcher quelques pilotes d'aller dans l'Ultimate Cup? Peut-être. Je sais que la coupe était en Ultimate Cup avant. Elle a été. Ça vient de me venir comme ça, mais La fédération a demandé à ce qu'elle soit sur le plateau FSBK. Moi, je suis très content. Franchement, ça a été bien organisé. Yamaha a été au rendez-vous sur les dotations, sur le suivi. Et non, c'est avec du recul. De tout ce que tu nous dis, c'est quand même une fibre familiale, Ah ouais. Ah oui. l'histoire. Je ne suis pas tombé dedans quand même tout seul. C'est mon père en faisait, mon grand frère en a fait. Et puis, j'y suis venu naturellement. Et il a fait quoi après la Roadster, du coup, ton père? Il a arrêté, il s'est concentré un peu sur sa famille, ses enfants, le boulot aussi. il fait quoi à Singapour? Il travaille dans une grosse boîte de tech, Ok. qui est, Broadcom pour ceux qui connaissent, qui fait des puces AI. Ok. Voilà. Ma passion dans la vie, l'intelligence artificielle. Voilà. Voilà. D'accord. C'est
Voilà, et donc ouais, ça m'est Ok. venu de lui. Et... Eh ben, c'est très cool, c'est bien. C'est marrant quand le monde est petit. Comment est-ce que tu te prépares pour deux courses différentes le même week-end? On parle physiquement et mentalement. Ça demande un effort particulier. Est-ce que la moto diffère beaucoup? Parce qu'on l'a vu, c'est pas les mêmes. Ouais, alors sur le plan physique, vraiment, ça a beaucoup changé cette année. J'ai dû... ah bah tiens, voilà, il est là, mon père. J'ai dû me structurer un peu plus, notamment sur ce qui va être les entraînements, la nutrition pendant le week-end, en fait. D'accord? Parce que là, par exemple, quelque chose que je faisais pas avant, c'est me recharger en sodium, les sels, parce qu'on transpire beaucoup sur la moto. Et en fait, ouais, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc surtout nutrition et physique après D'accord. en off, on va dire. C'est beaucoup de Et les deux bécanes, tu préfères laquelle et en quoi elles diffèrent? Alors, j'ai gagné en R7, donc je vais dire la R7, mais elle diffère. Alors, la R7, c'est plus coupleux, il y a besoin un peu plus d'être précis sur les trajectoires. Faut vraiment, et on est sur le couple de la moto et ce qui compte, c'est les trajectoires et la vitesse de passage. Alors que le 600, c'est un peu plus bourrin, il faut être toujours entre 14. Oui, c'est ce que je veux dire. Pour moi, Ouais. c'est là qui était plus compliqué. C'est toujours dans les tours pour que ça faut marche. être tout quoi. le temps à 14 ou 16 000. Faut être bourrin, faut rentrer. En fait, faut jamais que ton aiguille descende en dessous de 10 000. Et Ouais. puis, bon, sans faire injure à Jules Berceau et tes autres adversaires, le niveau était quand même un petit peu plus relevé en 600 cette année. Ah, c'est sûr, en 600, il y a des pilotes un petit peu plus expérimentés, mais Encore que c'est très très jeune hein, maintenant, ouais. par rapport au Ouais. Superbike où il y a les vétérans. Mais faut pas quand même. Jules, il a gagné le championnat l'année dernière. Ah mais c'est C'est très, très bon. c'est un bon pilote qui a toujours été propre en course. Mm. Franchement, un mec qui roule propre et à Et suivre. peut-être. question, parce que on parlait de coupe de marque, et là, tu as deux bécanes différentes. Est-ce que sur un R7 Cup, vous avez droit aux pluies ou vous êtes en pneus mixtes toute l'année? Ouais, on a le droit au pluie, donc on est avec Michelin. Donc les pneus Michelin pluie, ils sont vraiment top. C'est ceux qui sont utilisés en MotoGP. On voit parfois les pilotes MotoGP. Alors, c'est pas les mêmes, hein, mais c'est pas les mêmes. On voit les pilotes MotoGP poser le coude sur la pluie, etc. Et donc, D'ailleurs, ça sera intéressant de voir dans 1 an et demi maintenant comment ça va se passer Ouais. la première année avec les Pirelli. Hein. exactement. Mais Tu en comment d'ailleurs sous la pluie avec justement les pneus Michelin pluie? Comment c'est le feeling là-dessus? bah, franchement, ils sont vraiment bien. À la réaccélération, ils n'ont pas beaucoup de glisse à l'arrière. Le pneu arrière est vraiment bon. L'avant, j'ai fait qu'une course avec, et c'était sur l'Ednon où il y a vraiment un super grip à l'Ednon. Donc, j'ai pas pris assez de sensations pour vous faire un retour. Mais moi, c'est le pneu, comme j'ai roulé avec les deux Pirelli et Michelin, ce que je peux dire, c'est que vraiment, la traction en sortie de virage, elle est beaucoup mieux sur le... Et tu perds jamais l'avance sur une entrée de virage? C'est toujours là quand on se met une boîte en entrée de virage. Les pneus pluie, c'est vraiment magique. Ouais, les pneus pluie, franchement, sous la pluie, surtout à l'Ednon, on a eu que ça cette année. Mm. À l'Ednon, moi, j'ai une photo, je ne voulais pas envoyer, mais j'ai mis le coude sous la pluie à l'Ednon. Donc, Pourquoi tu ne l'as pas envoyé? Incroyable. elle est sur Mais tu sais quoi, elle est sur ma page Instagram, pour ceux qui veulent voir. on va la rajouter dans Et, l'interview. ouais, à l'Ednon, dans le triple gauche, Oui, je le vois. très ils bien. ont refait le bitume, en fait, il y a 2 ans. Ok. Et là, il y avait un grip l'année dernière. Mais avec les Pirelli, pas avec les Michelin. Non, mais Ça a posé le coude avec les Pirelli. Et, impressionnant. mais là, cette année, et encore cette année, il était ouf le grip. Merci. J'ai une question. L'année dernière, on a vu un excellent Alexis Négrier parce qu'il y a beaucoup plu. Ça a Ouais. commencé dès Le Mans. Est-ce que tu penses, et il a changé de machine, en plus c'était courageux, hein, j'étais un peu étonné de mener. Est-ce que tu penses qu'il y avait plus autant que l'année dernière, qu'il aurait été au plus haut et qu'il aurait pu peut-être se battre pour le titre, Alexis? S'il avait plus autant que l'année Ouais. dernière, bien sûr. Sous la Il a pluie- vraiment un don alors. Ah, sous la pluie, c'est un tueur. Hein. Moi, je l'ai vu passer. Il m'a passé parfois. Je me demandais. Il y a une course à Manicourt où je suis 3e, moi. Il tombe, il me repasse, il retombe. Bon, après, je suis tombé à 2 tours de la fin, mais non, sous la pluie l'année dernière, il était solide. Et il avait les Michelin l'année dernière aussi. C'était un des seuls d'ailleurs. Il a toujours suivi été Michelin. Non, il va super bien sous la pluie. Et si tu pouvais parler au Gabin de 2019 qui monte pour la première fois sur une moto, tu lui dirais ou tu lui conseillerais quoi maintenant avec l'expérience que tu as pris depuis 6 ans? Je lui dirais déjà, bien sûr, les basiques, de ne pas abandonner, pas lâcher, s'entraîner bien physiquement.
et à changer cette position à droite. Pourquoi? C'est quoi? Parce que quand tu commences, tu prends des habitudes en fait en position. Ouais. Et moi, j'ai une position un peu différente à gauche qu'à droite. Et j'aurais aimé revenir à mes débuts et dire putain, déhanche plus à droite. Dans le futur, ça te servira bien. Tu crois que tu perds du temps avec ça? Non, je perds pas de temps, c'est pour les photos, quoi. Instagrammeur. Ça, c'est Voilà. très intéressant. Je Et- ne savais pas ça. C'est clair. Vers quoi tu te diriges pour 2026? Est-ce que tu sais déjà ce à quoi tu vas t'attendre? Bah, comme j'ai dit, il y a 2 packages. Il y a la France avec toujours avec cette magnifique R9, avec la R9 ou le championnat du monde. Maintenant, on est en discussion. Alors, c'est quoi cette nouvelle catégorie? Tu peux nous expliquer exactement? Moi, j'ai posé la question ce week-end, je le sais maintenant, mais... Alors, c'est la catégorie Sport Bike qui remplace la catégorie Super Sport 300. Voilà, donc il y aura le dernier champion le dernier. dimanche, et j'espère que ce sera l'Australien Carter Thompson. Carter. Il est extrêmement doué, il a il gagné est la, exceptionnel. C'est peut-être, on disait, peut-être le nouveau Stoller, pourquoi pas, j'en discutais avec Troy Bellis. Il est la incroyable. hein. course 2 à History, là, il a gagné, il double. Non, mais là, il a un talent, c'est extraordinaire. Et alors, ouais, pour cette catégorie, pour revenir à cette catégorie, c'est la nouvelle catégorie qui remplace Super Sport 300, avec des motos plus puissantes, c'est rapproché du 600. Ça sera plus simple pour faire la transition. Ouais, Parce que ça. c'est un échec. hein. C'est comme les motos électriques où ça arrête en Grand Prix. Au bout de 10 ans, un peu plus, il faut bien faire un constat. Ça devait être. Avant, il y avait la 1000 Superstock avec Petrucci, avec Marino, avec Toprak Azgatoglou. Ça a été les grands champions. La preuve, ils vont en MotoGP. On a sorti comme Manuel Gonzalez, Hubertas. Il y a eu 2-3 pilotes en 10 ans. Il n'y a eu que 2. Il n'y a que deux pilotes. C'est un échec total. C'était pas un tremplin, Donald. C'était. On avait 8-9 pilotes français, des Samuel Dissora, tout ça. Ils ont perdu leur temps là-dedans. C'est dommage. Quoi. Ils sont doués et ils ne sont pas les plus hauts. Moi, je pense que c'est à cause de championnat. Donc, c'est bien que tu ailles enfin ça sera. Moi, je pense que ça peut être que plus intéressant. Oui, bien sûr. Et en plus, c'est plus puissant. C'est des motos de 90 chevaux. Donc, toutes les marques à 90 chevaux. Alors que cette année, on était autour de 50, 55, je crois, les R3. Voilà, donc, il y a quand même vraiment il y a un gain de puissance. Ça va vraiment se rapprocher du 600 et ça va être hyper intéressant. Ouais, effectivement. Sur l'avenir, à long terme, si tout se passe bien, ce serait quoi? Ce serait le Superbike, Ouais, l'endurance? le Superbike, après, moi, j'ai aussi mes études à côté. Ce serait déjà aller au bout de mes études et en moto, après, le plus loin possible. Tu arrives à allier les deux, continuer à faire Ouais. tes études et ça? Qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors, je suis en école de commerce à La Défense, à une école qui s'appelle l'IESEG. Oh, tiens, ça me dit quelque chose, cette école. Bien sûr, oui, d'accord, très bien. C'est l'école qu'a fait. C'est l'école qui a fait Émilie Bondy que vous avez reçue. Ah, ok, d'accord. Oui, d'accord. Et donc là, pour l'instant, ça fait 3 ans que je suis dedans. J'ai la chance d'avoir un programme un peu aménagé. J'ai le droit à quelques absences, quelques manquements, on va dire. Et là, cette année, par contre, je prends une année de césure, juste avant de commencer le master, pour me concentrer sur le futur projet de l'année prochaine. Et après, l'objectif, c'est aller le plus loin dans la moto, le plus haut possible, et tout en restant, bien sûr, tout en ayant mon diplôme et en ayant quelque chose à côté, quoi. Ok, eh ben, c'est parfait. On te retrouve sur les réseaux, Gabin Casar 92, C'est ça. tout attaché. Ouais. Sur Insta, d'autres réseaux? Sur Insta, Facebook, Gabin Casar 92. Sur Twitter, me conseillait Rémi. Oui, Twitter, c'est mort. J'y Mais étais beaucoup, c'est terminé. les pilotes, du coup, il avait créé son compte. Émilie, quand je lui avais dit, t'étais un petit peu obligé aussi, parce que sinon, quand les organisateurs te taguent, si tu n'en as pas, si tu arrives à un très haut niveau, tu es obligé pour l'instant encore en MotoGP ou les top Superbike d'avoir un compte Twitter. J'aime plus. Et je pense qu'en Formule 1 Moi, j'ai aussi. passé ma vie. hein, Moi, je dessus, trouve hein. formidable qu'il fasse des études Ben oui. de business, parce qu'après, voilà, il aura son équipe. Et puis, on va peut-être le retrouver en Formule 1 de ces 4 matins, patron d'équipe. Ah, ça, c'est un projet dans la tête de mon père. Ah ouais? Il va Ah bah, faire une équipe. alors, tu vois. T'as touché juste, tu vois. Oui, tu vois, mais moi, je pourrais Ils être sont ton installés déjà à grand-père, mais voilà. Singapour. Et à ma grande surprise, il connaît Coves et les endroits Ah oui. les plus incroyables Je devais y être ce week-end au Grand Prix au Grand d'Australie. Prix d'Australie, mais j'ai un partiel Ah, Je ne peux jeudi pas manquer. que je ne peux pas manquer. Je Ouais. ne pas autorisé à T'as manquer. raté Philippe Island. Mais 3 fois qu'il place Philippe Allon dans l'émission. hein. Écoute, il s'arrête chez son père à Singapour et il reste. Eh Il a oui. fait la moitié du voyage. Non, tout le monde sait ça. non, je suis dégoûté de rater Philippe Island. Après, je vais peut-être rattraper avec Sepang après.
Ah, Ça dépend de comment se Très passe beau, l'examen. très bien. aussi. Bon, bah, on va suivre ça. En tout cas, si on m'avait dit que je recevrais le fils d'un collègue qui fait de la Coupe de Marque. Petit coup de vieux, c'est ça les tempes grisonnantes, ok, Non, ça et s'appelle surtout, ça. je pense qu'en 5 ans de cette émission maintenant, Ouais. son existence, si tu vas au bout de ton master et de toutes tes études, ça sera le pilote moto français le plus diplômé qu'on aura reçu. Exactement, Homme. tout à fait. Parce que Émilie a déjà son diplôme Eh oui, qu'elle a fini là il y a quelques mois. c'est beau. Eh bien, c'est sur ces mots que nous nous arrêtons. Merci d'être venu, Gabin. On te souhaite le meilleur pour la semaine la semaine prochaine, Non quoi. seulement il y a Philippe Island, la Oui. MotoGP. Ça va être super. On va voir si Pecco se réveille enfin, si le pronostic C'est vrai. bon. Il va y avoir le titre champion 300, Carter Thompson ou un Espagnol. Les filles, justement, dans la catégorie d'Emilie, qui malheureusement est blessée, sera forfait, mais on va savoir laquelle des deux Espagnols est championne. Et puis, Toprak, normalement. On verra ça. Non. En tout cas, bonne chance pour ta future saison, pour Merci ton projet beaucoup. 2026. À la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. On se voit mardi 21. On oui, décale c'est vrai, c'est exceptionnellement. Oui, on décale d'un jour, oui. Et on retrouvera Anthony et tout le monde sera là. Ça va être une très très belle émission. Merci encore d'être venu. Merci à vous qui nous regardez en direct ou en replay sur YouTube. Passez une très très bonne semaine. Ciao.